Cassin. Erin Allegra. Par un matin de Noël apparemment paisible en 2008, une affaire bouleversante s'est produite à Port-Saint-Lucie et elle continue encore aujourd'hui de choquer de nombreuses personnes. L'histoire d'Erin Allegra ressemble au premier regard à un autre chapitre tragique de l'univers du true crime. Mais en y regardant de plus près, elle révèle un enchevêtrement complexe de crises personnelles, d'isolement émotionnel et de décisions aux conséquences dramatiques. Cette affaire montre non seulement à quel point les situations humaines peuvent être fragiles, mais soulève également des questions sur la manière dont de tels actes extrêmes peuvent se produire. Erin Allegra est née en 1977 et a longtemps mené une vie qui semblait tout à fait ordinaire. Elle était la mère d'un garçon nommé Tristan, âgé de 8 ans, décrit par beaucoup comme un enfant énergique et aimable. De l'extérieur, la relation entre la mère et son fils paraissait normale, parfois même très proche. Pourtant, derrière cette apparence, des difficultés se sont développées au fil des années et ont finalement conduit à une tragique escalade. Selon Allegra, de graves problèmes financiers ont commencé à apparaître en 2007. Elle a perdu plusieurs emplois et s'est retrouvée sous une pression croissante. Dans le même temps, une relation personnelle qui lui apportait un soutien émotionnel s'est brisée. D'après certains rapports, elle a également subi une lourde perte après l'échec d'une grossesse. Cette combinaison d'échecs professionnels, de souffrances émotionnelles et d'isolement personnel aurait considérablement aggravé une situation déjà difficile. À cette époque, la relation avec le père de l'enfant était déjà tendue. Le couple vivait séparé, même s'il n'avait jamais officiellement divorcé. Ils partageaient néanmoins une forme de garde conjointe. Pour les personnes extérieures, la situation semblait compliquée, mais pas exceptionnelle. Personne ne soupçonnait qu'un drame était en train de se préparer en arrière-plan. Le 24 décembre 2008, Allegra loua une chambre d'hôtel à Port-Saint-Lucie. Elle y passa la soirée avec son fils. Selon les déclarations faites plus tard, ils regardèrent des films et passèrent du temps ensemble. Cela ressemblait à une soirée calme, presque à une fête ordinaire. Pourtant, dans les premières heures du 25 décembre, la situation prit une tournure dramatique. D'après l'enquête, Allegra aurait donné auparavant des comprimés à son fils afin qu'il s'endorme. Plus tard, l'acte qui conduisit à la mort de l'enfant se produisit. Les circonstances exactes ont été décrites en détail dans les rapports des autorités, mais de nombreux médias ont volontairement atténué certains éléments afin de présenter les faits de manière moins choquante. Ce qui est certain, c'est que l'enfant a perdu la vie cette nuit-là. Après les faits, Allegra aurait tenté de mettre fin à ses propres jours. Cette tentative échoua cependant, et elle contacta finalement les secours. Les équipes d'intervention arrivèrent peu après et découvrirent une scène qu'elles décrivirent comme extrêmement éprouvante. Allegra reçut des soins médicaux avant d'être interrogée par les autorités. Peu après son arrestation, elle fit des déclarations concernant les événements. Elle ne nia pas son implication et expliqua qu'elle était consciente de la gravité de son acte. Ses propos provoquèrent encore plus de stupeur, car ils laissaient entendre que le geste n'avait pas été impulsif, mais au moins partiellement prémédité. Un détail particulièrement bouleversant fut la lettre qu'elle laissa dans la chambre d'hôtel. Elle y adressait des mots personnels à son fils, révélant un mélange d'affection et de désespoir. Cette lettre fut ensuite intégrée au dossier d'enquête et joua également un rôle durant le procès. Au cours des investigations, Allegra décrivit plus en détail sa situation personnelle. Elle parla de solitude, d'absence de perspective et du sentiment de ne plus voir d'issue. Dans un journal intime, elle écrivit qu'elle se sentait coupée du monde et avait l'impression que les autres poursuivaient leur vie tandis qu'elle restait prisonnière de la sienne. Le parquet finit par engager des poursuites pour homicide volontaire et maltraitance aggravée sur mineurs. L'affaire suscita un immense intérêt public, notamment en raison des circonstances particulières et du fait qu'elle s'était déroulée pendant Noël. Beaucoup se demandaient comment une mère avait pu en arriver à un tel acte. En février 2010, le procès connut un tournant décisif. Allegra choisit de faire des aveux et plaida coupable. Cette décision permit d'éviter un long procès. En même temps, elle échappa à une éventuelle condamnation à mort. Elle fut finalement condamnée à la prison à perpétuité, assortie d'une peine supplémentaire de 30 ans. Pendant l'audience, elle resta calme et répondit brièvement aux questions du juge. Ni elle ni ses avocats ne cherchèrent réellement à obtenir une peine plus légère. Les observateurs décrivirent son attitude comme réservée, presque distante. Des membres de la famille de l'enfant prirent également la parole au tribunal. La grand-mère paternelle exprima notamment sa profonde tristesse et son incompréhension.
Elle déclara que la perte de l'enfant avait laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Ces paroles reflétaient les sentiments de nombreuses personnes touchées par cette affaire. Le père de l'enfant s'exprima lui aussi dans plusieurs interviews. Il décrivit son fils comme un garçon plein de joie de vivre avec qui il passait régulièrement du temps. La nouvelle de sa mort le frappa totalement par surprise. Il expliqua qu'il n'avait perçu aucun signe laissant présager une telle tragédie. Cas 2. Margaret Ann Allen. Lors d'une journée apparemment ordinaire de février 2005, commence une histoire qui allait plus tard devenir, pour beaucoup de personnes, une affaire de true crime profondément bouleversante. Au centre de cette affaire se trouve Margaret Ann Allen, une femme dont la vie était marquée par des circonstances difficiles, des relations conflictuelles et des problèmes récurrents. Ce qui semblait d'abord être une dispute personnelle s'est transformé, selon les documents judiciaires ultérieurs, en un événement complexe et tragique qui s'est finalement terminé devant les tribunaux et a entraîné de lourdes conséquences. Les événements tournent autour de la disparition de Wenda Wright, une femme de 39 ans qui travaillait comme aide ménagère et était également une connaissance d'Allen. Selon les rapports, un conflit aurait éclaté entre les deux après la disparition d'argent appartenant à Allen. Cette accusation aurait été le point de départ d'une escalade qui, selon l'accusation, serait devenue incontrôlable. Ce qui s'est exactement produit dans les heures suivantes a été reconstitué durant le procès à partir de témoignages, de rapports médico-légaux et des investigations policières. Il est important de souligner que de nombreux détails reposent sur des déclarations présentées au tribunal et que toutes les perspectives ne peuvent pas être entièrement vérifiées. Selon la version du parquet, la situation serait restée tendue pendant une longue période. Il a été affirmé que Wright aurait été retenu contre son gré pendant qu'Allen tentait d'obtenir des aveux. Les actes décrits dans les rapports officiels ont été présentés comme extrêmement éprouvants et inhumains, ce qui leur a donné une place centrale durant le procès. Finalement, selon les enquêteurs, la situation aurait conduit à la mort de Wright. La cause exacte du décès a ensuite été analysée par des examens médicaux, plusieurs facteurs ayant été pris en compte. Un autre aspect important de cette affaire est l'implication d'autres personnes. Selon les documents judiciaires, le colocataire d'Allen, James Martin, ainsi que son neveu Quentin Allen, auraient également été impliqués dans les événements. Ils furent accusés d'avoir aidé, après les faits, à faire disparaître des preuves et à cacher le corps de la victime dans un endroit isolé. Tous deux furent également condamnés par la suite, bien qu'ils aient reçu des peines moins sévères, notamment en raison de leur coopération avec les autorités. L'enquête débuta après que plusieurs informations furent transmises à la police. Quelques jours seulement après la disparition de Wright, certaines personnes affirmèrent détenir des informations concernant un possible crime. Ces indices conduisirent finalement à des perquisitions et à des arrestations. Le témoignage de Quentin Allen fut particulièrement décisif, car il décrivit en détail durant le procès ce qu'il prétendait avoir observé. Cependant, ces déclarations furent vivement contestées par la défense en raison de contradictions avec ses précédentes versions des faits. Pendant la procédure judiciaire, la défense tenta de présenter une autre image de Margaret Allen. Elle affirma que sa cliente souffrait de troubles neurologiques qui auraient pu influencer son comportement. Un expert fut appelé afin d'expliquer d'éventuelles altérations psychologiques qui auraient résulté d'expériences de violence subies dans le passé. L'objectif de cette stratégie était de semer le doute quant à la capacité d'Allen à planifier consciemment un tel acte. En parallèle, son passé personnel fut également examiné. Les témoignages de membres de sa famille décrivirent une enfance difficile dans un environnement marqué par la criminalité et l'instabilité. Son père était souvent absent et plusieurs membres de sa famille avaient eux aussi eu des problèmes avec la justice. La défense présenta ces circonstances comme une possible explication de son parcours de vie, tandis que l'accusation soulignait que les difficultés personnelles ne pouvaient en aucun cas justifier les actes reprochés. L'un des moments les plus émouvants du procès fut le témoignage des proches de la victime. Ils évoquèrent leur perte ainsi que les conséquences durables sur leur vie. Le compagnon de Wenda Wright exprima sa douleur et décrivit les difficultés qu'il avait dû affronter après sa mort, notamment dans l'éducation de leurs enfants. Malgré son émotion, il choisit de ne pas recommander de peine précise, ce qui créa une atmosphère particulièrement pesante dans la salle d'audience. Margaret Allen, de son côté, proclama son innocence tout au long de la procédure et déclara qu'elle n'était pas responsable de ce qui s'était produit. En même temps, elle se montra émotive et demanda à être épargnée de la peine la plus lourde.
Ces déclarations furent interprétées de différentes manières, tant par les jurés que par l'opinion publique. Après d'intenses délibérations, le jury rendit finalement un verdict clair. Allen fut reconnu coupable et les jurés recommandèrent à l'unanimité la peine de mort. En 2011, cette sentence fut officiellement confirmée. Elle reçut également une peine de prison à perpétuité pour enlèvement. Elle devint ainsi l'une des rares femmes de l'État de Floride condamnées à une peine aussi sévère, ce qui renforça encore davantage l'attention des médias autour de cette affaire. A3. Karen Lynn Biraghi. Karen Lynn Biraghi est née au début des années 1970 et a mené pendant de nombreuses années une vie qui, en apparence, semblait relativement ordinaire. Elle était mariée à Alan Biraghi, avec qui elle a vécu plus de 10 ans. Ensemble, ils partagèrent leur quotidien, travaillaient et assumèrent des responsabilités communes. Pourtant, derrière cette façade, leur relation aurait progressivement été marquée par des tensions croissantes. Des déclarations issues des dossiers d'enquête ainsi que des témoignages indiquent que leur mariage était devenu de plus en plus difficile au fil du temps. Selon plusieurs rapports, Karen se sentait émotionnellement négligée et cherchait de l'attention en dehors de son mariage. Dans le même temps, son mari aurait également commencé une nouvelle relation au point d'envisager de quitter le domicile conjugal. Cette situation semble avoir représenté un tournant décisif. L'idée de voir leur vie commune se désintégrer aurait provoqué chez elle une réaction émotionnelle intense. Quelques jours avant l'événement décisif, des conversations et des disputes particulièrement tendues auraient eu lieu. C'est durant cette période que Karen prit une décision qui allait plus tard devenir un élément central de l'enquête. Elle acheta une arme à feu. Les raisons de cet achat furent interprétées de différentes manières. Alors qu'elle affirma plus tard s'être sentie menacée, les enquêteurs y virent plutôt le signe d'un acte prémédité. Le matin du 24 décembre 2011, alors que de nombreuses personnes se préparaient à célébrer Noël, la situation prit une tournure dramatique. D'après les rapports disponibles, Alan Biraghi rentra chez lui après le travail et alla se coucher. Ce qui se produisit ensuite fut reconstitué à partir des témoignages recueillis par les enquêteurs. Karen aurait pris l'arme et, après un moment d'hésitation, aurait pris une décision aux conséquences irréversibles. Les détails exacts des faits ont été décrits dans les documents judiciaires, mais dans un souci de présentation responsable, il suffit de préciser qu'Alan Biraghi décéda le jour même. Peu après, Karen contacta elle-même les services d'urgence et expliqua ce qui s'était passé. Cet appel permit à la police d'intervenir rapidement. Son arrestation eut lieu le jour même. Dans les mois qui suivirent, l'affaire fit l'objet d'une enquête approfondie. Les enquêteurs rassemblèrent des preuves, analysèrent des messages et interrogèrent plusieurs témoins. Peu à peu, se dessina le portrait d'une relation qui s'était détériorée au fil des années avant d'aboutir à une situation extrême. L'un des points centraux du procès fut l'état psychologique de Karen Biraghi. La défense fit intervenir plusieurs experts afin d'examiner son passé et d'éventuelles souffrances psychologiques. Selon ces témoignages, elle souffrait de différents troubles, notamment de variations importantes de l'humeur, de traumatismes liés à son enfance et de problèmes de dépendance. La défense soutenait que ces éléments avaient influencé son comportement. L'accusation, de son côté, se concentra principalement sur les faits. Les procureurs affirmèrent que l'acte avait été commis de manière consciente et qu'il existait des indices montrant que Karen était pleinement consciente des conséquences de ses actes. L'achat de l'arme puis son utilisation furent présentés comme des éléments essentiels du dossier. Au cours du procès, plusieurs membres de la famille prirent également la parole. La déclaration de la mère de la victime fut particulièrement remarquée. Malgré sa perte, elle fit preuve d'une attitude empreinte de compassion, sans pour autant minimiser la gravité des faits. Beaucoup d'observateurs considérèrent cette réaction comme exceptionnelle. Karen exprima elle-même des regrets devant le tribunal et demanda pardon. Elle décrivit sa situation comme émotionnellement insupportable et déclara qu'elle se trouvait dans un état où elle ne voyait plus aucune issue. Toutefois, ce type de déclaration reste difficile à interpréter et fut évalué dans le contexte de l'ensemble des preuves présentées. Finalement, le tribunal prononça une condamnation pour un crime violent grave. La peine fut particulièrement lourde. Karen Biraghi fut condamnée à la réclusion à perpétuité. Le tribunal estima ainsi que les faits étaient suffisamment graves pour justifier la peine maximale. A4. Tina LaSonia Brown. Au centre de cette affaire se trouve Tina LaSonia Brown, une femme dont le nom a attiré l'attention du public aux États-Unis en 2010.
Ce qui avait commencé comme un conflit personnel s'est transformé en une tragédie qui a non seulement coûté la vie à une jeune femme, mais a également bouleversé durablement l'existence de nombreuses personnes impliquées. Les événements débutèrent le 24 mars 2010 à Hensley, une localité située dans le comté d'Escambia, en Floride. Ce jour-là, Audrey Anna Zimmerman, âgée de 19 ans, rencontra Tina Brown ainsi que d'autres personnes, parmi lesquelles la fille de Brown, Brittany Miller, et une voisine nommée Heather Lee. Selon les déclarations recueillies plus tard, l'intention initiale était de régler un différend personnel, une dispute liée, d'après certains témoignages, à des tensions sentimentales autour d'une relation. Cependant, ce qui devait être une simple confrontation dégénéra rapidement en une situation incontrôlable. Au cours des événements, Zimmerman fut violemment agressée. La situation s'intensifia progressivement, plusieurs méthodes étant utilisées, entraînant finalement des blessures extrêmement graves. Après cette attaque, elle fut transportée dans un véhicule, puis conduite vers un endroit isolé. Là, la situation continua d'empirer. Malgré la gravité des faits, la jeune femme réussit à s'échapper et à chercher de l'aide. Elle atteignit une maison voisine et put passer un appel d'urgence. À ce moment-là, son état était déjà critique en raison des importantes blessures qu'elle avait subies. Zimmerman fut immédiatement transportée à l'hôpital où les médecins firent tout leur possible pour lui sauver la vie. Pendant 16 jours, elle lutta pour survivre. Malgré des soins médicaux intensifs, elle succomba finalement à ses blessures. Sa mort marqua l'issue tragique de cette affaire et déclencha une vaste enquête des autorités. La police réagit rapidement et arrêta Tina Brown le jour même. Les autres personnes impliquées furent également identifiées puis traduites en justice. Au cours de l'enquête et des procédures judiciaires qui suivirent, il apparut clairement que plusieurs individus avaient participé aux faits, mais à des degrés différents. Durant le procès, le témoignage de Brittany Miller joua un rôle important. Elle déclara que l'intention initiale était simplement de régler une dispute. Toutefois, selon elle, les événements avaient progressivement échappé à tout contrôle et une dynamique incontrôlable s'était installée. Cette version fut examinée par les tribunaux, mais la question de la responsabilité et d'une éventuelle préméditation demeura centrale dans le verdict. En 2012, Tina Lasonia Brown fut finalement reconnue coupable de meurtre au premier degré. Le jury recommanda à l'unanimité la peine maximale et le tribunal suivit cette recommandation. La décision reposait notamment sur la gravité des faits ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis. Les tentatives d'appel déposées par la suite échouèrent également et la condamnation fut confirmée. La coaccusée Heather Lee choisit de coopérer avec les autorités et témoigna lors du procès contre Brown. En échange, elle fut condamnée pour meurtre au second degré et reçut une peine de 25 ans de prison. Cette décision illustre la manière dont la justice peut évaluer différemment les responsabilités selon le degré d'implication et la coopération avec les enquêteurs. Brittany Miller, qui était mineure au moment des faits, fut elle aussi condamnée. En raison de son âge, la peine de mort ne pouvait toutefois pas être appliquée. Elle reçut à la place une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Son cas suscita également de nombreux débats, notamment sur la manière dont les jeunes délinquants doivent être traités par le système judiciaire. Au cours des audiences, le passé personnel de Brown fut également abordé. Des membres de sa famille ainsi que des experts évoquèrent des conditions de vie difficiles, notamment un environnement familial problématique et des responsabilités assumées très tôt dans sa jeunesse. La défense présenta ces éléments comme des facteurs ayant pu influencer son comportement. Néanmoins, le tribunal conclut que ces circonstances ne pouvaient en aucun cas atténuer la gravité des actes commis. Un moment particulièrement marquant du procès fut la déclaration de Brown elle-même devant le tribunal. Elle exprima des regrets concernant son implication dans les faits et adressa quelques mots à la famille de la victime. De telles déclarations ne sont pas inhabituelles dans les procès criminels, mais elles sont souvent perçues de manière très différente, aussi bien par les proches des victimes que par l'opinion publique. Cas 5. Anna Maria Cardona. L'affaire d'Anna Maria Cardona soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions et reste considérée comme l'un des faits divers les plus bouleversants des États-Unis. L'histoire débute au début des années 1990 à Miami et tourne autour d'une mère dont la vie était marquée par l'instabilité, des choix difficiles et des événements tragiques. Au centre de cette affaire se trouve son fils de 3 ans, Lázaro Figueroa, qui sera plus tard connu sous le nom de Baby Lollipops,
un surnom donné par les médias car son identité n'avait d'abord pas pu être établie et qu'il portait un t-shirt décoré de sucettes. Lorsque le petit garçon fut retrouvé sans vie en 1990 dans un quartier résidentiel de Miami Beach, il devint rapidement évident qu'il avait subi de graves souffrances pendant une longue période. Les autorités relevèrent de nombreux signes de négligence et de maltraitance. En raison de son état, son identité demeura inconnue dans un premier temps, ce qui suscita une immense émotion dans l'opinion publique. Les médias couvrirent intensément l'affaire, faisant de Baby Lollipops le symbole d'un destin tragique et non résolu. L'enquête mena finalement à Ana Maria Cardona, une femme originaire de Cuba âgée d'environ 30 ans à l'époque des faits. Elle vivait dans des conditions difficiles et faisait face à de nombreux problèmes personnels, notamment un passé particulièrement lourd. Au cours de l'enquête, il apparut que son fils Lazaro avait été exposé pendant une longue période à des souffrances considérables. Le ministère public soutint que Cardona avait joué un rôle central dans les événements ayant conduit à la mort de l'enfant. Cardona a toujours nié les accusations les plus graves portées contre elle. Sa défense affirma qu'une autre personne, sa compagne de l'époque, Olivia González, était principalement responsable des mauvais traitements. Selon Cardona, elle n'était pas intervenue par peur et parce qu'elle se sentait dépassée par la situation. Au cours du procès, son enfance difficile à Cuba ainsi que les traumatismes émotionnels qu'elle avait subis tout au long de sa vie furent également évoqués. Olivia González joua un rôle important dans la procédure judiciaire en témoignant contre Cardona. En échange, elle obtint une peine réduite. Elle reconnut avoir elle aussi participé aux maltraitances et avoir aidé à abandonner le corps de l'enfant. Malgré cela, son témoignage attribuait la principale responsabilité à Cardona. Cet aspect fut largement débattu durant le procès et influença fortement la perception publique de l'affaire. En 1992, Ana Maria Cardona fut condamnée une première fois. Le tribunal estima qu'il était prouvé qu'elle était responsable de la mort de son fils et prononça la peine la plus sévère. Les juges soulignèrent particulièrement la longue période durant laquelle l'enfant aurait souffert. Le magistrat chargé de l'affaire déclara que ce dossier se distinguait clairement des autres affaires traitées par le tribunal en raison de l'intensité et de la durée des faits. Cependant, l'histoire judiciaire ne s'arrêta pas là. Des années plus tard, le jugement initial fut annulé à cause d'erreurs de procédure. Il fut notamment établi que certaines informations issues de l'enquête n'avaient pas été entièrement transmises à la défense. Cela conduisit à un nouveau procès, organisé de nombreuses années après les événements initiaux. Lors du second procès, Cardona fut de nouveau reconnu coupable. Le jury réexamina les preuves, notamment les expertises médicales et les déclarations antérieures. Même sans le témoignage direct de González, l'accusation s'appuya sur les documents existants ainsi que sur les déclarations faites par Cardona à la police. Finalement, le jury conclut une nouvelle fois qu'elle portait la responsabilité de la mort de son fils et recommanda encore la peine maximale. En 2011, un juge confirma ce verdict. Dans sa décision, il souligna que l'ensemble des circonstances justifiait une évaluation particulièrement sévère. Après l'annonce du jugement, Cardona apparut profondément ému, ce qui renforça encore l'atmosphère dramatique qui régnait dans la salle d'audience. Cas 6. Emilia Lily Carr. En février 2009, une jeune femme disparaît sans laisser de traces en Floride, une affaire qui attirera plus tard une immense attention en raison de détails choquants, de déclarations contradictoires et d'un réseau relationnel complexe. Au centre de cette histoire se trouve Emilia Lily Carr, une femme dont la vie était déjà marquée par des conflits, des choix difficiles et des problèmes personnels avant les événements. Mais que s'est-il réellement passé durant ces jours-là et comment cette affaire est-elle devenue l'un des cas de true crime les plus connus de la région? Heather Strong, âgée de 26 ans et mère de 2 enfants, menait en apparence une vie ordinaire. Elle travaillait dans le restaurant d'une station-service et s'occupait de sa famille. Pourtant, derrière cette façade, les tensions étaient nombreuses. Sa relation avec son mari, Joshua Fulgham, était instable et marquée par des disputes ainsi que des conflits juridiques concernant la garde des enfants. Parallèlement, Fulgham entretenait une relation avec Emilia Carr, ce qui compliquait davantage la situation. Emilia Carr elle-même avait un passé mouvementé. Elle avait grandi dans une famille marquée par plusieurs conflits et avait évoqué dès son adolescence des expériences traumatisantes. Malgré son intelligence et ses capacités, elle s'était retrouvée à plusieurs reprises dans des situations difficiles, notamment des relations problématiques et des ennuis judiciaires. Lorsqu'elle commença une relation avec Fulgham en 2008, cela semblait représenter un nouveau départ.
Mais cette relation devint rapidement un élément central des événements à venir. En février 2009, Heather Strong disparaît soudainement. Au début, peu d'indices permettèrent de comprendre ce qui avait pu se produire. Ses proches signalèrent sa disparition et les enquêteurs commencèrent à examiner de plus près son entourage. Très vite, Fulgham et Carr attirèrent l'attention des autorités, car tous deux étaient en contact étroit avec elle et impliqués dans les conflits familiaux. L'enquête prit un tournant décisif lorsque les restes de Heather Strong furent découverts en mars 2009, dissimulés dans un endroit isolé près d'un terrain lié à la famille de Carr. Cette découverte augmenta la pression sur les enquêteurs et entraîna des interrogatoires plus intensifs des suspects. L'un des points centraux de l'affaire fut les nombreuses déclarations d'Emilia Carr. Elle s'entretint à plusieurs reprises avec les autorités, parfois sans assistance juridique. Ces déclarations n'étaient pas toujours cohérentes, ce qui fut interprété différemment par l'accusation et la défense. Alors que le parquet y voyait des indices de son implication, la défense affirmait que Carr subissait une pression énorme et qu'elle avait peut-être parlé par peur ou désespoir. Des enregistrements réalisés en secret jouèrent également un rôle important. Lors d'une conversation avec une connaissance, Carr évoqua certains détails de l'affaire qui furent ensuite présentés devant le tribunal. Les enquêteurs considérèrent ces enregistrements comme des preuves importantes, car ils donnaient un aperçu de ce qu'elle savait des événements. Au cours de l'enquête, il devint clair que les relations entre les personnes impliquées étaient remarquées par la jalousie, la méfiance et de fortes tensions émotionnelles. Selon la théorie de l'accusation, ces facteurs auraient finalement conduit à une escalade dramatique. La défense, quant à elle, décrivait Carr comme une femme influencée par des circonstances difficiles et qui n'était peut-être pas la principale responsable. Le procès d'Emilia Carr débuta finalement en 2010. Les jurés entendirent de nombreux témoignages, examinèrent des conversations enregistrées et analysèrent les relations complexes entre les protagonistes. Après une délibération relativement courte, Carr fut reconnu coupable. Lors de la phase suivante du procès, consacrée à la détermination de la peine, son passé joua un rôle important. Des membres de sa famille témoignèrent des expériences difficiles qu'elle avait vécues durant son enfance, tandis que des experts analysèrent son état psychologique. Malgré cela, le jury choisit, à une faible majorité, la peine la plus lourde. Le 22 février 2011, Emilia Carr fut officiellement condamnée à une peine extrêmement sévère. L'affaire relança les débats, notamment en raison de la décision serrée du jury et de la question de savoir dans quelle mesure son histoire personnelle avait été prise en compte. Parallèlement, Joshua Fulgham fut lui aussi jugé. Bien que les deux aient été impliqués dans l'affaire, la sentence prononcée contre lui fut différente. Il reçut une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Ces verdicts différents soulevèrent de nouvelles interrogations sur l'évaluation de la responsabilité individuelle. Aujourd'hui encore, l'affaire Emilia Carr demeure un exemple de la complexité des histoires de true crime. Elle montre comment les relations personnelles, les conflits émotionnels et les décisions individuelles peuvent te conduire à des événements tragiques. Elle illustre également combien il peut être difficile de reconstituer toute la vérité, surtout lorsque les témoignages sont contradictoires et que différentes perspectives s'opposent. Cassette, Tiffany Ann Cole. Au centre de l'affaire se trouve Tiffany Ann Cole, née le 3 décembre 1981. À première vue, elle semblait être une jeune femme tout à fait ordinaire. Pourtant, à l'été 2005, son nom est devenu celui d'une affaire qui a suscité de nombreux débats, non seulement sur le plan juridique, mais aussi moral. Cela s'explique notamment par le fait que les victimes, Carol et Reggie Sumner, tous deux âgés de 61 ans, n'étaient pas des inconnus pour elle. Ils se connaissaient depuis des années, avaient développé une relation amicale et se faisaient confiance. C'est précisément cette confiance qui a joué un rôle central dans les événements qui ont suivi. Fin juin 2005, Cole s'est rendue en Floride avec son petit ami et d'autres connaissances. Les Sumner, qu'elle connaissait de Caroline du Sud, lui ont offert un hébergement. Lors de cette visite, ils ont mentionné de manière anodine un gain financier obtenu grâce à la vente de leur maison. Pour eux, il s'agissait d'une conversation sans importance, mais pour d'autres, cette information est devenue le point de départ d'une idée aux conséquences tragiques. Dans les jours qui ont suivi, un plan s'est développé au sein du groupe. À l'origine, selon certaines déclarations ultérieures, il s'agissait d'un vol. Cependant, les préparatifs laissaient présager quelque chose de plus grave. 2 jours avant les faits, un grand trou avait été creusé dans un endroit isolé. Certains participants y avaient pris part directement, tandis que d'autres restaient à proximité.
Cette étape soulève encore aujourd'hui des questions. Tout le monde savait-il à quoi ce trou était destiné, ou la situation a-t-elle évolué par la suite? Le 8 juillet 2005, la situation s'est aggravée. 2 membres du groupe ont frappé à la porte des Sumner et ont demandé de l'aide sous un prétexte. Une fois qu'ils ont été invités à entrer, la situation a basculé brutalement. Le couple a été maîtrisé et placé sous contrôle. Peu après, ils ont été installés dans le coffre de leur propre voiture, tandis que le groupe quittait la maison en direction du lieu préparé à l'avance. Le trajet a mené jusqu'en Géorgie, sur un terrain isolé choisi quelques jours plus tôt. Une fois arrivés, les actes décisifs, qui ont ensuite été au centre du procès, ont eu lieu. Les détails exacts ont été longuement débattus devant le tribunal, mais il est établi que la situation était sans issue pour les victimes. Les événements sur ce site ont par la suite été considérés comme particulièrement graves. Après le départ du groupe, une phase marquée par l'utilisation des biens des victimes a commencé. Des cartes bancaires ont été utilisées. Des objets de la maison des Sumner ont été vendus ou mis en gage. L'impression générale était que les participants tentaient de tirer profit de la situation le plus rapidement possible. Certains d'entre eux ont même été photographiés en train de passer du temps ensemble de manière insouciante, un détail qui a joué un rôle important au procès. L'enquête a débuté quelques jours plus tard, lorsque les proches des Sumner ont remarqué des circonstances inhabituelles. Plusieurs jours sans contact, combinés à des transactions bancaires suspectes, ont conduit à l'intervention des autorités. Un élément particulièrement troublant a été un appel téléphonique au cours duquel quelqu'un s'est fait passer pour l'une des victimes. Cette tentative de dissimulation a finalement éveillé les soupçons des enquêteurs. Grâce à des moyens techniques, les autorités ont réussi à remonter la piste. Les données téléphoniques et les informations sur les véhicules ont conduit à un hôtel où se trouvaient plusieurs suspects. 4 jours seulement après les faits, ils ont été arrêtés. En leur possession se trouvaient de nombreux objets appartenant clairement aux Sumner. Une preuve déterminante pour la suite de l'affaire. Lors du procès, le rôle de Tiffany Cole a été examiné en détail. L'accusation a soutenu qu'elle constituait un lien central entre les auteurs et les victimes. Elle aurait facilité l'accès grâce à sa relation avec les Sumner et aurait également participé à la planification. La défense, en revanche, a présenté une autre version. Cole aurait été influencé par son compagnon et n'aurait pas pleinement compris la direction que prenaient les événements. Le jury est parvenu à un verdict après une délibération relativement courte. Cole a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Lors de la phase suivante, la question de la peine a été examinée, en tenant compte de circonstances aggravantes et atténuantes. Le tribunal a finalement prononcé une des peines les plus sévères prévues par le système judiciaire américain. Lors d'un appel ultérieur, certains aspects du jugement ont été réexaminés. Il s'agissait notamment de questions juridiques précises, comme la possibilité d'appliquer directement à Cole certains facteurs aggravants. La Cour a estimé que tous ces éléments ne lui étaient pas directement imputables. Toutefois, la peine initiale a été maintenue, d'autres éléments ayant été jugés suffisamment déterminants. Cette affaire soulève encore aujourd'hui des questions fondamentales. Cas 8. Jamie Carroll Davis. Par une matinée chaude d'août 2010 commence une histoire qui, à première vue, ressemble à un simple conflit de couple, mais qui évolue rapidement vers un événement tragique aux conséquences profondes. Au centre de cette affaire se trouve Jamie Carroll Davis, une femme dont la vie a basculé de manière irréversible en l'espace de quelques minutes. Que s'est-il réellement passé ce jour-là à Lakeland, en Floride? Et comment une situation émotionnelle extrême a-t-elle pu dégénérer à ce point? Dans les premières heures du 8 août, 2 personnes se retrouvent dans un motel, Danny Beckner et Christina Marie Tuzzolino. Ce qui semble être au départ une rencontre secrète fait en réalité partie d'un triangle relationnel complexe. Beckner entretient depuis de nombreuses années une relation avec Jamie Davis, tout en ayant simultanément des liens avec Tuzzolino. Cette situation crée depuis un certain temps des tensions qui atteignent leur point culminant cette nuit-là. Pendant que Beckner et Tuzzolino sont ensemble, Davis tente à plusieurs reprises de joindre son partenaire par téléphone. Lorsqu'elle parvient enfin à le contacter, une conversation très tendue s'engage. Selon les témoignages, un échange direct aurait même eu lieu entre Davis et Tuzzolino, au cours duquel les 2 femmes se seraient affrontées verbalement. La situation devient de plus en plus conflictuelle, chargée d'émotions et difficile à contrôler. Après leur passage au motel, Beckner et Tuzzolino se rendent ensemble à la maison que Beckner partage avec Davis. Ce qui les attend sur place reste incertain, mais les événements s'enchaînent rapidement. À ce moment-là, Davis se trouve déjà dans un état de forte détresse émotionnelle.
Elle déclarera plus tard s'être sentie menacée et avoir agi par peur. Elle saisit un revolver et sort lorsque le véhicule arrive. Le moment de la confrontation est déterminant. Les versions des faits divergent fortement. Alors que Davis affirme plus tard qu'il y a eu une altercation physique et que l'arme s'est déclenchée accidentellement, les enquêteurs et certains témoignages présentent une version différente. Selon eux, l'acte aurait été intentionnel, motivé par des émotions intenses telles que la colère et le désespoir. Ce qui est établi en revanche, c'est qu'un coup de feu est tiré et que Cristina Tuzzolino est grièvement blessée. Elle est transportée à l'hôpital où elle décède malgré les soins médicaux. Ce moment marque un tournant dans l'affaire. Un conflit personnel devient une affaire judiciaire. Dans les jours qui suivent, une enquête approfondie est ouverte. Davis est arrêté 2 jours après les faits. Les enquêteurs tentent de reconstituer les déclarations contradictoires afin de déterminer la vérité. Une question centrale demeure. S'agissait-il d'un accident tragique dans un contexte de légitime défense ou d'un acte commis consciemment dans un état émotionnel extrême? Au cours du procès, ce point est longuement débattu. La défense insiste sur le fait que Davis aurait eu peur pour sa vie et celle de sa famille. Elle aurait cru faire face à une menace et aurait réagi de manière erronée dans un moment de panique. Il est également souligné qu'elle n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'elle était mère de 6 enfants. L'accusation, en revanche, soutient qu'aucun danger immédiat n'existait et que Davis aurait pu agir autrement, par exemple en appelant les autorités. Selon cette version, l'acte serait le résultat de la jalousie et d'une surcharge émotionnelle. Le fait qu'aucune menace réelle n'ait été retrouvée joue un rôle important dans cette argumentation. En août 2013, le verdict tombe. Un jury reconnaît Davis coupable de l'infraction grave qui lui est reprochée. Quelques semaines plus tard, la peine est prononcée. Le tribunal opte pour une très longue peine de prison, équivalente dans les faits à une réclusion à perpétuité. Le juge justifie cette décision par la gravité des faits et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Cas 9. Leslie Demeniuk. Un jour apparemment ordinaire de mars 2001, dans un quartier résidentiel calme de Ponte Vedra Beach, en Floride, une affaire s'est produite qui, encore aujourd'hui, soulève des questions et a laissé de nombreuses personnes sous le choc. Au centre se trouve Leslie Demeniuk, une mère de 2 garçons jumeaux de 4 ans, dont l'histoire est à la fois tragique et troublante. Ce qui s'est exactement passé ce jour-là et pourquoi est ensuite devenu l'objet d'une longue et complexe procédure judiciaire qui a mis en lumière différentes perspectives sur la vérité, la responsabilité et l'état psychique. Les événements ont commencé le 17 mars 2001. Dans une maison appartenant à la famille, les 2 enfants, James et John, regardaient pas la télévision. Selon les informations présentées plus tard devant le tribunal, une situation s'est produite dans laquelle un acte a été commis, changeant à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Leslie Demeniuk a elle-même déclaré par la suite qu'elle avait blessé ses fils à l'aide d'une arme à feu. Les autorités sont arrivées sur les lieux le jour même et elle a été immédiatement arrêtée. Les années suivantes ont été marquées par des batailles juridiques, des expertises psychologiques et des interprétations contradictoires de ce qui s'était passé ce jour-là. La défense a soutenu que Leslie Demeniuk se trouvait, au moment des faits, dans un état psychique exceptionnel. La question centrale était de savoir si une combinaison de médicaments prescrits et d'alcool avait pu influencer de manière significative sa perception et son jugement. Plusieurs experts ont expliqué devant le tribunal que certains médicaments, notamment les antidépresseurs, peuvent dans de rares cas provoquer de forts effets secondaires, surtout lorsqu'ils sont combinés à d'autres substances. Certains spécialistes ont estimé que Leslie Demeniuk se trouvait dans un état où elle percevait la réalité de manière déformée. Ils ont décrit cet état comme une sorte d'épisode psychotique au cours duquel les personnes concernées peuvent ne plus distinguer le bien du mal. Un expert a déclaré qu'elle avait peut-être cru devoir protéger ses enfants d'un monde qu'elle percevait comme menaçant. Cette version a toutefois été fortement contestée par l'accusation. Le ministère public a présenté une autre version des faits. Il a soutenu que, malgré d'éventuels effets de substance, suffisamment d'éléments indiquaient que Leslie Demeniuk était consciente de ses actes. Ses déclarations immédiatement après l'incident, ainsi que son comportement envers les forces de l'ordre, ont notamment été mis en avant. Selon les témoignages, elle semblait orientée et capable de communiquer clairement ce qui s'était passé. Pour l'accusation, il s'agissait d'un point décisif démontrant qu'elle comprenait les conséquences de ses actes. Les antécédents personnels ont également joué un rôle dans le procès. La relation
entre Leslie Demeniuk et le père des enfants, Tommy Demeniuk, était déjà tendue avant les faits. Les deux étaient sur le point de finaliser leur divorce et des tensions ainsi que des divergences de vision de vie avaient été évoquées. Le père a décrit devant le tribunal ses souvenirs des enfants, leurs intérêts et les moments partagés. Son témoignage s'est concentré sur la vie des garçons et sur la perte qu'il avait subie. Un autre témoin important était le partenaire de Leslie Demeniuk à l'époque, Anthony Ortiz. Il fut la personne qui découvrit les enfants après les faits et appela les secours. Dans sa déclaration, il a décrit des changements de comportement chez Leslie dans les semaines précédant l'incident. Il a rapporté de la confusion, des sautes d'humeur et des réactions inhabituelles qu'il attribuait à la prise de médicaments. Malgré tout, il a exprimé son soutien envers elle et était convaincu que son état avait joué un rôle déterminant. Le procès lui-même s'est étendu sur plusieurs années, notamment en raison de questions juridiques concernant les preuves scientifiques admissibles devant le tribunal. En particulier, la question de savoir si les effets des médicaments pouvaient être utilisés pour expliquer l'état psychique a été largement débattue. Finalement, le tribunal a décidé de ne pas considérer certains arguments de la défense comme suffisamment étayés scientifiquement. En janvier 2006, la phase décisive a eu lieu. Après plusieurs jours de témoignages et d'expertise, le jury s'est retiré pour délibérer. En quelques heures seulement, le verdict est tombé. Coupable dans 2 chefs d'accusation. Le jury a ainsi suivi l'argumentation de l'accusation et conclu que Leslie Demeniuk était responsable de ses actes. Lors du prononcé du verdict, elle n'a montré que peu de réactions visibles. Quelques jours plus tard, la peine a été annoncée, 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive. Cette décision correspondait aux dispositions légales et ne laissait aucune marge pour une peine plus clémente. Même après la fin du procès, l'affaire était restée un sujet de débat. Le rôle des médicaments et leurs éventuels effets sur le comportement humain ont continué à être discutés par différentes parties. Tandis que certains y voyaient une possible explication, d'autres insistaient sur le fait que la responsabilité personnelle ne devait pas être ignorée. Cas 10. Venecia Amalia de Paula. Il existe des affaires criminelles qui restent gravées dans la mémoire non seulement par l'acte lui-même, mais aussi par le mélange d'amour, de jalousie et de décisions fatales. L'affaire Venecia Amalia de Paula, à Tampa en Floride, fait précisément partie de ces histoires. Une jeune femme, enceinte, amoureuse et en même temps déchirée par l'incertitude et la jalousie, prend à l'été 2009 une décision qui détruira à jamais la vie de plusieurs personnes. Ce qui commence comme une relation émotionnelle se termine par un coup de feu mortel dans une nuit silencieuse. Pour comprendre cette affaire, il faut plonger dans un réseau relationnel marqué par la méfiance, les partenaires multiples et des sentiments blessés. Au centre de cette tragédie se trouve Felipe Pérez, 29 ans, un homme ayant un passé dans le baseball et une vie marquée par plusieurs relations simultanées. Alors qu'il était encore officiellement lié à son épouse, il menait déjà une nouvelle vie à Tampa et naviguait entre différentes femmes. C'est précisément dans ce contexte que se trouvait Venecia de Paula, sa compagne et la mère de son enfant à naître. Les deux vivaient parfois ensemble dans un appartement, mais leur relation était déjà devenue instable. Pérez avait rencontré une nouvelle partenaire, tandis que De Paula s'accrochait de plus en plus émotionnellement à lui. Les messages échangés entre eux montrent un mélange de reproches, de douleur et de jalousie qui s'intensifie progressivement jusqu'à sembler sans issue. La tension émotionnelle ne s'est pas seulement exprimée par des mots, mais aussi par des actes concrets. Quelques semaines avant le drame, Venecia de Paula a commencé à se procurer une arme à feu. Elle a d'abord tenté d'acheter un pistolet dans un magasin spécialisé, mais en raison du délai légal d'attente, elle n'a pas pu l'emporter immédiatement. Elle a ensuite acheté un pistolet Beretta 9 mm en espèces via une annonce dans un journal. Les vendeurs lui ont même montré comment utiliser l'arme sans se douter du rôle qu'elle jouerait bientôt. Parallèlement, les conflits entre elle et Felipe Pérez se sont intensifiés. Des messages mêlant amour, reproches et souffrance émotionnelle témoignent d'une relation devenue profondément déséquilibrée et se dirigeant inexorablement vers l'escalade. Dans la nuit du 3 août 2009, l'événement qui allait tout changer s'est produit. Felipe Pérez est rentré tôt le matin dans l'appartement partagé et s'est endormi épuisé sur le canapé. Venecia de Paula se trouvait également dans l'appartement avec sa jeune fille. Selon les enquêteurs, elle aurait attendu qu'il s'endorme avant de s'approcher de lui. Armée du pistolet qu'elle avait acheté, elle s'est approchée du canapé et a tenu l'arme à quelques centimètres de sa tête. Puis le coup de feu est parti. Pérez est mort sur place. Pour les enquêteurs, il ne s'agissait pas d'un accident,
mais d'un acte meurtrier délibéré marquant l'aboutissement d'une relation détruite. Après le crime, Venecia de Paola n'a pas tenté de fuir. Elle a quitté l'appartement, confié sa fille à sa famille et contacté une amie à qui elle a avoué avoir fait quelque chose de terrible. Peu après, elle s'est rendue à la police en déclarant, selon les mots ensuite répétés au tribunal, qu'elle avait tiré sur son compagnon et pensait l'avoir tué. Elle a été arrêtée sans résistance. Pendant ce temps, la mort de Felipe Pérez a été officiellement confirmée et une enquête pour meurtre avec préméditation a été ouverte. Toute la ville de Tampa s'est retrouvée confrontée à une affaire qui ressemblait extérieurement à une tragédie amoureuse classique, mais qui s'est révélée au tribunal être un enchevêtrement complexe d'émotions et de décisions. Lors du procès, deux interprétations opposées des faits se sont affrontées. L'accusation a soutenu que la jalousie et les sentiments blessés avaient poussé Venecia de Paola à planifier l'acte. L'acquisition de l'arme peu avant la mort de Felipe Pérez a été considérée comme un indice important de préméditation. La défense, en revanche, a présenté l'image d'une femme émotionnellement dépassée, souffrant de dépression et ayant perdu le contrôle dans un moment de totale détresse. Elle n'aurait pas prémédité le crime, mais l'aurait commis dans un état de vide intérieur. L'accusé ne s'étant pas exprimé au tribunal, une grande partie de sa perspective personnelle est restée inconnue, ce qui a compliqué la décision du jury. Le verdict a été clair. Coupable de meurtre au premier degré avec préméditation. Venecia de Paola a été condamnée à la prison à vie. Lors de l'énoncé du jugement, elle a montré peu d'émotion et a même remercié poliment les membres du tribunal, ce qui a surpris de nombreuses personnes présentes. Les réactions des proches ont été très différentes. La mère de Paola et l'épouse séparée de Felipe Pérez ont manifesté une forte détresse émotionnelle et ont pleuré dans la salle d'audience. Le sort des enfants, désormais privés de leurs parents, a été particulièrement douloureux. L'affaire a laissé derrière elle non seulement des conséquences juridiques, mais aussi une profonde blessure émotionnelle dans plusieurs familles.